là tu peux plus faire marche arrière. Tu t'es dit bon bah c'est bon, j'ai changé de voie. Bon, t'as un William Le Deuil qui t'encourage et qui valide quelque part le fait que t'as peut-être quelque chose à faire dans cette histoire. Ouais. Comment on rebondit après, comment on essaie d'apprendre davantage ou autrement, tes envies elles sont les vers où après cette expérience? À ce moment-là, je rentre donc à l'école Ferrandi pour faire une formation de 3 ans, un bachelor. Donc là, j'avais un peu, comme justement j'avais vu des choses très un peu différentes des bases classiques de la cuisine française, j'avais envie de revoir un peu des choses classiques. Donc je refais une première année à Ferrandi où je repasse l'équivalent d'un CAP parce que j'ai déjà un CAP. Mais je le repasse pas, enfin je refais le cursus en reprenant les recettes de base, etc. Mais ce qui est très bien parce qu'en fait en apprentissage ça allait très vite, donc je suis contente de reprendre du temps pour me reformer et revoir ces choses-là. Et après je fais un stage dans un bistrot qui s'appelait l'Oursine parce que ça a fermé depuis. Parce que j'avais un peu envie de voir justement comment ça se passe dans un bistrot, quelle était la différence, etc. avec la cuisine que j'avais vue qui était plutôt la cuisine gastronomique. Et ça, c'était hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que je savais faire des choses et que j'ai eu un poste rapidement et que je savais tenir un poste en voyant des choses très classiques, donc aussi hyper intéressantes, de la crème anglaise à des cuissons d'asperges, etc. Donc ça, j'ai aussi adoré parce que ça me montrait que je savais faire des choses et que je pouvais avoir des responsabilités assez tôt, même si évidemment j'étais encore qu'au début de ma formation. Et j'aime aussi tout ce que j'apprends à Ferrandi. J'aime bien tout le cursus général. J'aime bien l'esprit fait qu'on soit en petite classe, etc. Je suis là à ce moment-là, je me dis ok, je suis dans mon élément. Je pense que je suis sûre de moi. Et donc ensuite, deuxième année, je pars en stage chez Alexandre Couillon. Qui avait 2 étoiles à l'époque, la Marine à Noirmoutier. Et là, c'est marrant parce que Qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais aller chez lui? Bah, c'était drôle parce que l'école Ferrandi n'avait jamais envoyé aucun stagiaire là-bas. Et j'avais lu des choses sur lui, sur des blogs, etc. Et à l'époque des blogs. Et je m'étais rendu compte que c'était un chef qui travaillait évidemment beaucoup le poisson. Et on m'avait conseillé à ce moment-là de travailler la technique sur le poisson parce que quand on rentre en école de cuisine, on apprend plein de choses, mais souvent on n'a pas le temps de fileter 12 kilos. Enfin, on peut pas. Les écoles n'ont pas le moyen de nous faire fileter 15 kilos de poisson pour apprendre à fileter du poisson. Donc j'avais envie, je me rappelle, je disais je veux travailler du poisson, je veux apprendre et tout. Sauf que du coup, j'ai trouvé ce chef et je trouvais ça génial de me dire je pars 6 mois sur une île en immersion totale, etc. Et donc au début, il voulait pas me prendre parce qu'il avait, je pense, peur d'ouvrir ses portes à des stagiaires parisiens qui allaient pas trouver son restaurant intéressant, alors qu'en fait c'était absolument génial. Et donc, mais j'ai un peu insisté et il m'a finalement prise. Quand je suis arrivée, il avait 1 étoile et il a eu la 2e étoile au bout de 3 semaines où j'étais là. Et donc j'ai vu cette espèce d'ascension d'Alexandre Couillon avec toute l'émulation qu'il pouvait y avoir après une 2e étoile. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et aussi une petite cuisine. Et ça, c'était super parce que j'avais vraiment... je le voyais travailler tous les jours et j'ai aussi beaucoup... on apprend beaucoup aussi par l'observation, parce que je transmets aussi beaucoup aux équipes aujourd'hui. Et je pense que j'ai appris justement... j'ai pas eu du poisson en main, mais je crois que j'ai appris à cuire un poisson en regardant Alexandre Couillon cuire un poisson. Donc... Qu'est-ce qui s'imprime là justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui s'imprime de lui sur toi? Est-ce que c'est des techniques? Est-ce que c'est une manière d'être? Est-ce que c'est la fibre d'une cuisine, des produits en particulier? Je pense qu'il y a une vraie sensibilité. Déjà, c'est un cuisinier qui cuisine avec ses tripes. Et donc il y a à la fois une gestuelle, un regard, une sensibilité qui accompagne le produit. Évidemment les poissons, parce que c'est au centre de sa cuisine. Mais aussi plein de choses où je trouvais que c'était très innovant. Dans la créativité, il y avait beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Je me rappelle, j'étais au poste des amuse-bouches et on faisait 7 mises en bouche avant que les clients commencent à manger leur repas. Donc il
il y avait énormément de travail, énormément de choses. Et ça, c'était aussi hyper... je replongeais dans une cuisine qui était très identitaire. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est un peu ce qui m'intéressait dans les cuisines dans lesquelles j'avais envie de travailler. C'est des cuisines qui étaient très affirmées. Incarnées, ouais. Et donc j'adore, j'ai adoré mon expérience là-bas. J'ai aussi adoré vivre à Noirmoutier, etc. J'avais presque pas envie de revenir à Paris. C'est particulier, j'imagine, c'est singulier comme endroit. Hyper singulier, hyper singulier, plus calme que Paris, et en même temps avec beaucoup d'émulation en cuisine. Donc ça, je pense aussi beaucoup appris dans ces périodes-là, et en même temps à chaque fois je prenais ça comme un truc où j'avais envie d'être immergée, de comprendre ce qui se passait, etc. Donc, et je me rends compte de la diversité de ce qui peut exister autour du restaurant, quoi. Je me rends compte de ce que c'est que l'univers du restaurant, de ce que ça veut dire, des différentes, de ce qu'on peut créer avec le restaurant aussi, quoi. Et je me rappelle aller manger, Alexandre Couillon m'avait invité à manger au moment où j'étais en stage, lors d'une visite de ma maman. Et j'ai eu des émotions très très fortes en mangeant, et c'est une des premières fois où j'ai mangé dans un restaurant aussi prestigieux. Et je me suis dit waouh, on peut transmettre ça à des clients, on peut avoir ce genre de sensations, mais parce que justement cette sensibilité et cette générosité dans ce qui se passait dans la cuisine, quoi. Donc, tout ça avait un lien, donc ça a commencé, je pense aussi à créer un truc en moi sur la suite, mais évidemment je dis ça maintenant avec énormément de recul, quoi. Ensuite, j'ai une 3e année donc à l'école Ferrandi, et donc je suis prise en apprentissage à l'Astrance. La petite anecdote, c'est que Alexandre Couillon me prête des DVD sur l'invention de la cuisine, enfin l'un qui s'appelle L'invention de la cuisine par Paul Lacoste, qui est un documentariste génial, qui a fait des documentaires sur des chefs 3 étoiles. Et donc il me dit bah tiens, parce que je m'ennuyais justement à Noirmoutier pendant mes week-ends où il y avait pas grand-chose à faire, et donc je regarde celui sur l'Astrance avec Pascal Barbeau. Et à l'époque de la rue Beethoven. Exactement, et je regarde d'autres, je regarde pratiquement tous, et il me dit quel est ton préféré, et je lui dis franchement celui de l'Astrance, c'est génial ce qu'il fait, je sens aussi le personnage de Pascal Barbeau, et tout ça, et je sais pas, une semaine après, j'ai mon prof de cuisine à Ferrandi qui m'appelle en me disant écoute, je voudrais te placer dans un restaurant très difficile, mais j'ai pensé à toi, je pense que ça peut marcher et tout, je voudrais te placer à l'Astrance. Et ça s'aligne, quoi. Ouais, alignement, et je lui dis, et là je me dis waouh, génial, oui, quoi. Et donc je suis prise à l'Astrance, et je fais ma 3e année à l'Astrance. C'est quand même 3 figures très singulières. Ouais. Fortes, oui, elles sont très dessinées en tout cas. Ouais. Donc c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, et en même temps, effectivement, c'est des cuisines d'auteur. Donc je pense que je vais dans les mêmes, c'est à peu près les mêmes constructions sur leur rapport, je pense aussi tous à la cuisine, aux produits, au respect du produit, respect aussi des équipes quand même. Et aussi investissement dans la formation de leurs équipes. Donc ça, j'ai l'impression aussi d'avoir été hyper chanceuse de tomber sur ces personnes-là. Et en même temps de me dire que d'avoir eu un peu l'intelligence d'adaptation aussi dans ces cuisines-là, parce que c'est pas facile de s'adapter, parce que effectivement ils ont des intelligences singulières, différentes, qu'il faut quand même arriver à s'adapter, quoi. Et là, Pascal Barbeau, tu découvres quoi? Quel étage y rajoute à la tour de ta formation? C'est quelqu'un de très attachant et de tellement convaincu de justement de la cuisine, des produits, avec une très grande force de transmission, du stagiaire à la personne qui cuisine, qui cuit le canard, quoi, donc qui est très très investi.
Ça, c'est un truc comme William Le Deuil, tu vois. Ouais. On parle d'école derrière Ouais. ces gens. On parle Ouais, d'une c'est des école écoles, Le Deuil, ouais. on peut Ouais. dire, d'une école Barbeau. Ah ouais, Couillon un peu totalement. moins, parce que mais, de fait, il a un Noirmoutier et il a peut-être mis un peu plus de temps à s'ouvrir. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se revendiquent de ces deux chefs-là. Ouais. Je pense que ça vient pas de rien, parce que je pense qu'il y a vraiment un esprit et une vraie volonté de former les gens, de laisser de la place, de faire confiance aussi, parce qu'El Barbeau, c'est quand même quelqu'un qui fait vraiment confiance à ses équipes. Moi qui m'a laissé énormément de place alors que j'étais apprentie, et qui aussi a une énorme part de sensibilité dont qu'il faut comprendre, et ça j'ai adoré cette part de sensibilité. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre quand on est apprenti? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes sa musique à lui, la manière dont il compose son assiette, dont il voit la cuisine, Ouais, un tempérament, c'est quoi? Ouais, bah tout. Ouais. Le tempérament, le positionnement, son regard sur les produits, son exigence, sur la composition des assiettes, sur les équilibres qu'il crée, sur les équilibres des saveurs, etc. Donc ça, j'ai beaucoup appris. Et il partageait aussi beaucoup, parce que je me rappelle moi qu'il me disait, on faisait une sauce qu'on refaisait tous les jours, et il faisait goûter, et tous les jours il me disait, alors qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever et tout, et avec vraiment une volonté d'intégration des personnes qui travaillent avec lui. Donc ça j'ai vraiment adoré, et une très forte exigence quand même. Et ça c'est, je pense, chose qui m'a toujours impressionnée, et en même exigence, mais qui va avec quand même un beau regard et beaucoup de bienveillance, quoi. Ouais. Mais en même temps, ça te ressemble. Cette exigence et ce truc qu'on retrouve depuis le début, avec la compétition, avec l'escrime, avec l'implication que tu as eue en cuisine, c'est quelque chose qui te parle assez naturellement. Oui. À la bonne élève que tu décrivais au début, quoi. Oui. Il clôt le cycle de la formation, Pascal Barbeau. Le cycle de la formation, et c'est quand même très chouette parce que ça aide après, je trouve. Ça m'a aidé d'avoir cette formation qui était quand même assez solide, et cette confiance en moi. Et donc après, je décide de partir aux États-Unis. J'avais envie de partir dans un pays étranger pour perfectionner mon anglais, et puis aussi pour découvrir autre chose. Et donc je postule dans un restaurant, donc dans plusieurs restaurants aux États-Unis, mais moi j'avais plutôt envie d'aller à New York ou à côté de New York. Donc j'arrive à New York, je suis prise dans ce restaurant qui s'appelle Blue Hill Farm. D'un petit chef. Comment? D'un petit chef. Le petit chef. Dan Barber. Et il faut que tu nous poses le truc pour les gens qui ne le connaissent pas, parce qu'on peut pas dire, nous on rigole en disant que c'est petit chef, mais Blue Hill Farm c'est quelque chose qui est particulier, c'est encore un projet très singulier, qui fait école dans le monde entier. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Pourquoi tu vas là-bas et qu'est-ce qui te parle? Donc déjà j'avais postulé pratiquement que dans des restaurants aux États-Unis qui avaient une ferme à côté. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir, parce que ça existe aux États-Unis, le concept de farm to table, moins en France à cette époque-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir justement l'influence de l'agriculture sur la cuisine. À l'époque, je suis en couple avec un cuisinier, donc on part ensemble. C'est aussi assez rassurant de pouvoir partir ensemble et de pouvoir se soutenir, même si on travaille dans la même cuisine et que c'est pas toujours facile. Et donc on part là-bas, c'est c'est assez déroutant parce que c'est évidemment le rythme à l'américaine, donc un rythme assez frénétique, un restaurant très ambitieux, donc c'est un restaurant qui est à 30 minutes au nord de New York, et donc là on travaille vraiment à 70% avec les produits de la ferme, et c'est très hyper intéressant en termes de regard justement et de lien avec l'agriculture, parce qu'on a des liens avec les fermiers qui travaillent dans la ferme, qui nous apportent des produits tous les jours, qui nous parlent de 10 variétés différentes de brocolis et de savoir quelle est la meilleure et celle qu'on va cuisiner. Beaucoup de moments où on a vraiment des réflexions, et ça j'avais pas eu beaucoup de moments comme ça en cuisine avant. On s'assoit à 15, parce que c'était une grosse cuisine, on était 25, et on s'assoit autour d'une table et on parle de tout ça.
ce qu'on va faire au menu, justement d'une réflexion vraiment très poussée sur l'agriculture. Et Dan Barber, c'est un des chefs précurseurs aussi sur justement cette réflexion sur les problèmes, les enjeux climatiques, etc. Donc je m'aperçois aussi à ce moment-là que la cuisine peut être politique. Avec des plats très conceptuels qui racontent quelque chose de ce qui se passe dans le champ, qui est une vision un peu différente de ce que j'ai vu dans la cuisine française classique où on avait des très bons produits, on travaillait avec des producteurs en direct, etc. Mais il n'y avait pas cette réflexion et ces messages derrière l'assiette. Mais c'est intéressant ce que tu dis du temps aussi, parce que quand on est en cuisine en France, ouais. L'habitude de prendre le temps de créer ces parenthèses-là où on peut... Mais ouais. Ouais, très rare. Et donc j'apprends ça aussi. Je me dis on peut faire des réunions. J'apprends aussi ce que c'est que du management parce que j'en ai pas vraiment eu avant. Donc j'ai bien aimé ce côté justement management à l'américaine. Et en même temps, je vis aussi, je crois, une des années les plus intenses de justement ma petite carrière de cuisinière. Parce que une grosse cuisine, alors que j'ai jamais été dans des grosses cuisines, et ça je trouve ça très déroutant, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile de devoir faire 50 mètres pour aller dans la chambre froide, de devoir se battre pour avoir ses légumes, etc. Je trouvais ça vraiment très intense. Donc hyper intéressant, je pense aussi très enrichissant après dans ma réflexion sur la cuisine que j'avais envie de faire. Et en même temps assez difficile où je me pose des questions aussi sur le rythme en cuisine, sur comment on tient dans ce métier, parce que là c'est un Là on se parle de conditions de travail. Avec beaucoup sur les conditions de travail et sur comment on envisage ce métier après quoi. Je reviens en France avec à la fois pas mal de choses en tête justement sur les valeurs de ce métier en me disant qu'est-ce que je vais... Comment je vais la jouer ? Comment je vais la jouer et quelle cuisine je vais avoir envie de côtoyer et quelle va être ma perception de la cuisine, surtout si j'ai envie de rester à Paris, puisque j'avais quand même plus ou moins envie de rester à Paris, en me disant ça va être difficile sur un jardin parce que j'avais été quand même habituée à des super produits. Et en me disant aussi rapidement, je crois que j'avais envie d'avoir quand même des responsabilités. Pourquoi ? Parce que... je sais pas, je crois que j'avais... Pour tracer ta direction ? Ouais, tracer ma direction, je pense que c'était assez naturel, mais je me suis dit... Et je pense que dans les cuisines, il y a une espèce de... surtout dans les grosses brigades, de micromanagement qui est pas facile à gérer, surtout quand on a un peu l'habitude, parce qu'il y a des choses parfois en cuisine, on n'a pas le droit de réfléchir, on dit c'est comme ça et c'est pas autrement, et je pense qu'à un moment donné, on a un peu envie de faire les choses par soi-même. Et donc voilà, j'ai cherché une cuisine plus petite en rentrant, où j'allais avoir des responsabilités plus facilement. Entre-temps, je fais 2 mois sur une île en Grèce, où je fais chef privé pour une famille et je cuisine aussi par moi-même et je me rends compte aussi que je sais faire des choses. Ça, je pense que c'est aussi C'est marrant ça parce que c'est une petite parenthèse. Ouais, mais... c'est confidentiel parce que c'est chef privé et t'es pour une famille, mais c'est la première fois où c'est toi. Ouais, c'est la première fois où c'est moi, où je me rends compte que je sais quand même faire des choses. Et que c'est pas mal comme expérience ça. Ouais, c'est une pour très les bonne gens, expérience. tu vois, de se dire si vous avez 2 mois à tuer, en fait là vous pouvez prendre les rênes de quelque chose sans trop d'enjeux. Ouais, c'est pour ça que je pousse pas mal aussi les gens qui travaillent avec moi à faire les choses parfois aussi par eux-mêmes et se rendre compte de parfois faire des petits bilans, même quand on n'est pas forcément prêt à devenir chef, mais de se confronter à ce qu'on sait faire et comment on s'organise, et parfois on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait prêt, mais j'ai adoré ces moments-là, aller chercher s'il y avait un pêcheur qui m'apportait le poisson le matin, j'allais faire mes courses en bateau, c'était assez magique. Pas mal. Je rentre à Paris et je travaille dans un restaurant qui s'appelle Semilla, où j'ai travaillé avant de partir aux États-Unis en attendant mon visa pendant 3 mois. Et j'avais bien aimé puisque j'avais trouvé que on travaillait de très bons produits, on laissait aussi beaucoup de place aux jeunes, on laissait des responsabilités facilement.
et avec une cuisine quand même très cuisine de marché et en même temps avec pas mal de bases de cuisine française puisque le chef c'était Éric Trochon qui était MOF. Donc il y avait pas mal de choses qu'on faisait je m'en suis rendu compte aussi après, qui étaient très classiques et que j'ai appris des choses beaucoup plus classiques que parfois ce que j'ai appris dans les restaurants gastronomiques dans lesquels j'ai travaillé, qui étaient des cuisines d'auteur. Mais ce qui est marrant, c'est que Sémilla, ça ronronnait pas. C'était une cuisine, enfin c'est toujours vrai d'ailleurs, c'est rue de Seine à Paris, mais ta blanquette, elle avait pas la même. Il y avait toujours des petits twists ou en tout cas une fraîcheur qu'on retrouvait pas ailleurs. C'était vraiment cuisine de marché. Donc voilà, et donc je commence en tant que chef de partie et rapidement il y a une place qui se libère en tant que sous-chef. Donc je prends une place de sous-chef et là c'est aussi assez dur parce que je comprends ce que c'est que d'avoir des responsabilités, de devoir remplacer le chef, de devoir tenir une cuisine, de se faire respecter quand on est une femme. Alors c'est ça, oui, le truc c'est qu'à un moment tu t'exposes et du coup derrière toi il y a des gens et du coup il faut aussi s'imposer ou en tout cas maintenir son rôle. Alors qu'on sait pas tout faire, etc. De montrer que on sait gérer, etc. Donc ça c'était une grosse étape aussi. Ça me fait pas mal douter aussi à cette période-là en me disant est-ce que j'ai envie de ce rythme. Je me repose aussi des questions sur le rythme, sur le fait parce que c'était un restaurant qui était ouvert 7 jours sur 7, où j'avais des week-ends mardi, mercredi, qui n'étaient pas forcément des rythmes qui permettaient d'avoir une vie sociale facile. Donc je pense que j'étais un peu arrivée aussi au bout en me disant... mais alors pardon, mais le nombre de fois où j'étais content le lundi soir de débarquer chez Sémilla, mais voilà, c'était moi aux commandes. Moi j'étais très heureux. Donc ça avait ses avantages pour les gens. J'ai beaucoup travaillé le dimanche chez Sémilla alors que le chef était en repos. Et en même temps j'ai toujours adoré travailler le dimanche, c'est marrant. Mais voilà, du coup c'était aussi pas mal de réflexions sur comment j'ai envie de voir mon métier et comment j'ai aussi envie d'avoir une vie à côté. Je pense que ça a toujours été aussi hyper important pour moi d'avoir un équilibre avec une vie privée, de justement, je parlais de culture au début, mais je suis pas une grande, enfin, voilà, j'ai un restaurant aujourd'hui, mais je suis pas une grande geek qui pense cuisine toute la journée, technique, etc. J'aime bien me nourrir de plein d'autres choses et je pense que c'est un équilibre ultra nécessaire quand on veut être épanoui. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que c'est dans mon équilibre personnel c'est essentiel, donc à ce moment-là je me dis peut-être que je vais arrêter la cuisine. En tout cas je ferai pas celle-là, ou en tout cas pas ce rythme. Pas ce rythme, ouais, j'avais envie de faire les choses différemment, donc à ce moment-là je pense même à travailler dans un petit traiteur où on a des horaires en continu en journée, etc. Et concours de circonstances, encore une fois, on me contacte pour faire l'ouverture d'un restaurant en tant que chef, donc c'est une sacrée proposition qui s'appelle qui va s'appeler le Mermoz. Et donc je pars de chez Sémilla en novembre et je fais l'ouverture du Mermoz en janvier et tout s'enchaîne très vite. Je me prends au jeu et je me prépare tout de suite et en fait je me rends compte qu'il y a plein de choses que je sais faire, que j'ai déjà mon petit réseau de producteurs avec qui j'ai justement travaillé chez Sémilla, qu'il y a plein de choses que je me pose un vrai challenge et je crois que ça me plaît vachement. Tu te mets dedans. Je me mets dedans parce que le projet me plaît en fait. Je vois ce petit bistrot est un endroit, je me rappelle la première fois où je suis rentrée, ça m'a beaucoup plu. Il y avait une belle âme. Moi, il y a pas mal de choses où je suis alignée et je crois que je me dis que c'est l'opportunité de faire les choses à ma manière et on me laisse de la liberté et donc du coup ça me plaît quoi. Donc je me prends au jeu et on fait cette ouverture. Alors ouverture, day one, ça y est, t'es la chef, horrible. Les gens te regardent. Horrible. C'est horrible. Et pourquoi parce que c'est hyper stressant, que on est deux en cuisine. Avec donc Johan qui était mon second à l'époque, qui avait 6 mois de cuisine dans les pattes. Et je sais pas pourquoi j'ai pris Johan. Mais si, je sais. Mais parce que je sais pas. Pas pour son expérience. Non, mais parce que j'ai senti que ce serait une personne sur qui je pourrais me reposer et qui était avec qui je m'entendais très bien.
Et ça a bien fonctionné, mais du coup effectivement je suis comme dirait Johan 1,5 en cuisine au début quoi. Donc du coup c'est très intense et en même temps ça se passe très bien. Qui est à l'ouverture? Qui vient quand un restaurant ouvre à Paris? Parce que c'est une scène qui est quand même scrutée. En fait on était donc c'était le Mermoz, c'était un restaurant qui était dans le 8e arrondissement, dans un quartier où il y a très peu de bons restaurants, de petits restaurants et de petites adresses. Et donc les avocats du quartier, toutes les personnes qui avaient envie d'une petite cantine se précipitent. Et donc on a tout de suite beaucoup de clients et ça marche bien. Et moi ça me plaît parce que je me dis vraiment, je me prends au jeu de faire une cuisine de marché avec des bons produits et je crois que je me dis c'est chouette et sans pression finalement. Je me dis que ça fonctionne bien et que je peux aussi m'exercer sur des choses que j'ai jamais faites seule en fait. Ouais. On parle de cuisine de marché, ok, mais à la carte, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui au Alors il y Mermoz, avait à ce moment-là? c'est une carte très courte avec 3 entrées, 3 plats, 2 desserts, avec souvent des poissons crus en entrée, marinés, avec j'adorais travailler avec les fruits, donc il y avait pas mal je me rappelle d'une dorade marinée avec des framboises. Il y a déjà beaucoup de légumes par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Dans les constructions, dans les plats, il y avait une viande, un poisson et un plat végétarien déjà, donc déjà pas mal de travail sur les céréales, sur effectivement les légumes et sur les poissons je fais du lieu jaune avec un sabayon et des légumes rôtis, des choses assez simples mais je pense bien cuisinées et donc du coup ça plaît dans le sens où c'est aussi assez spontané quoi. Et ça va durer combien de temps cette aventure? Parce que là, tu vas t'y poser un petit moment quand même. Tu vas imprimer Pendant 2 quelque ans. chose, c'est ça? Ouais, pendant 2 ans et je vis vraiment ce que c'est que l'ouverture d'un restaurant. Donc je pense que c'est aussi déterminant comme expérience et comme le propriétaire n'est pas dans le restaurant, je suis capitaine du bateau. Je suis celle qui a le plus d'expérience et qui emmène tout le monde. Donc et qui impose aussi une certaine forme d'exigence, je crois. Pas pour le plaisir de tout le monde. Là, quand on dit ça avec le sourire et le petit rire, c'est que ça devait pas être facile au Mermoz. Pas facile tous les jours. Mais t'en as conscience? Ah ouais, j'en ai conscience, ouais. Je crois que ça a été très difficile. Je pense que à côté d'Athil, c'est facile. Et t'étais méchante? J'étais pas méchante, mais j'étais dure, ouais. J'étais très dure. Je pense que et en même temps, ça a mis tout de suite un niveau, je pense, au Mermoz qui a plu à beaucoup de gens, quoi. Donc, et pour avoir un certain niveau de régularité, parce qu'il y a des gens qui venaient 3 fois par semaine, donc il fallait avoir de la régularité, il fallait changer souvent, fallait tenir, quoi. Donc, et donc du coup, j'ai imposé une exigence. Et quand on a une équipe qui est pas forcément dans l'intégralité une équipe qu'on a choisie, surtout en salle, il fallait que ça tienne bien, quoi. Donc je pense que j'ai embêté certaines personnes, mais au final c'était quand même une belle expérience, quoi. Ouais. Et puis il y avait un résultat. La scène commence à te regarder, on commence à parler de toi à ce moment-là et ton nom circule. Comment tu le prends? Quel retour t'as? Qu'est-ce que tu vis de ça en fait? Parce que pour la première fois, c'est toi qui es exposé. C'est aussi très déroutant au début, sachant que je gérais tout toute seule. J'avais quand même pas mal de presse et... Non mais il y a les premières critiques, il y a tout. Comment tu vis ça? Je le vis assez bien parce que c'est assez positif. Ouais. Non mais c'est quelque chose. Non mais c'est quelque chose et en même temps, je crois que j'ai été habituée, j'ai été formée dans des restaurants avec beaucoup d'exigences et avec justement cette relation aussi à la critique. Donc je crois que je suis pas trop déstabilisée non plus. J'ai vu mes autres chefs faire. Et je crois que j'ai observé aussi comment ils géraient justement ça, comment ils géraient les journalistes, comment ils géraient les critiques. Et donc, c'est quoi l'histoire de quelle distance on met entre ce qu'on est et ce qu'on dit de nous? Être aussi solide, je dis souvent solide sur ses appuis, en sachant ce qu'on fait. Et en fait, quand on a des critiques, souvent on sait ce qui sort de notre cuisine, on sait ce qu'on a mal fait, etc. Donc on sait aussi notre métier de toute façon, faut sans cesse se remettre en question. Donc on sait quand on se trompe en général. Donc dans la critique, tu découvres pas grand-chose finalement. Non. C'est qu'ils font bien leur boulot aussi. Voilà, ou sinon c'est de la critique gratuite et celle-là on la laisse passer, quoi. Ouais. Pourquoi tu t'en vas et vers où tu vas et quelles sont tes envies à ce moment-là après cette première expérience qui a fait de toi en fait une chef voilà. à Paris? Non mais c'est pas rien, c'est le moment où on devient un chef.
À ce moment-là, j'ai envie de monter mon projet personnel parce que j'ai vu ce que c'était qu'ouvrir un restaurant. J'ai un peu envie de faire les choses par moi-même. Et C'était encore pas assez. C'était pas encore assez. Mais non, parce que c'est encore pas vraiment chez moi. Mais il y a une différence, on n'en parle pas très souvent, mais il y a vraiment une différence entre être chef salarié et être chef propriétaire de son restaurant. Quoi, d'implication, d'engagement? Ouais, de liberté aussi. Et je pense que ça apporte d'autres libertés, ça apporte d'autres responsabilités qui sont importantes, mais et en même temps c'est une liberté qui pour moi que j'ai rééprouvée après parce que j'ai fait d'autres collaborations entre le Mermoz et Datil, mais pour moi c'était vraiment l'objectif parce que j'avais, je pense, éprouvé le fait de travailler pour d'autres gens et que j'avais envie de faire les choses aussi par moi-même. Et je m'étais rendu compte aussi je pense, de la joie d'un projet entrepreneurial, parce que j'ai un peu ce que j'ai vécu. Enfin, au Mermoz, j'ai participé à ça aussi, quoi. De voir l'évolution. T'avais une liberté quand même au Mermoz en termes de cuisine. Ah non, j'avais beaucoup de liberté sur la cuisine et tout. Mais en même temps, c'était pas mon restaurant. Donc, voilà. Il fallait cocher cette case. J'ai appris cette leçon avec le Mermoz.